tous et à toutes, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Décrypte Éco, votre émission de débat sur la première chaîne économique en RDC, Ecofin Télévision. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on va évidemment parler de trois sujets phares, en tout cas trois sujets qui a alimenté et qui a fait la une de journée et qui a alimenté l'actualité ici en RDC, l'actualité économique évidemment, ici en République démocratique du Congo. Justement, on va parler de la grève justement des employés des Indo-Pakistanais. On va justement parler de leurs conditions de travail ici sur ces plateaux. Et puis on va aborder justement l'interdiction à Kinshasa, bien sûr, d'occuper les emprises publiques. C'est à la suite d'une communication, d'une décision du ministère provincial de l'environnement de la ville-province de Kinshasa, évidemment. Et puis, on va justement prendre les tout derniers sujets. Il s'agit du FOCAC, du Forum économique Afrique-Chine 2024. Alors, qu'en est-il de la coopération bilatérale RDC-Chine? Ensemble avec moi sur ces plateaux, j'ai reçu Maître Thierry Kabasubabo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Osé, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir lorsque vous pensez à nous pour venir partager les plateaux avec vous, débattre des sujets aussi importants comme les trois que nous allons occuper. Voilà. Merci beaucoup. Merci de partager également le plateau avec mon frère et ami Cédric, encore de nouveau aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Thierry Kabasuba. Vous m'avez d'ailleurs précédé parce que j'ai reçu également Monsieur Cédric Tumbabo. Bienvenue encore une fois de plus sur ces plateaux. Oui, merci beaucoup, cher Osé. Merci de l'invitation et l'opportunité que vous m'accordez de partager ce beau cadre avec vous. Je remercie, je salue également cher maître qui est en face de moi, Maître Kabasubabo, et je crois qu'ensemble, on va passer un très bon moment étant patriote. Étant patriote, évidemment, oui. On va faire justement, on va analyser, on va discuter, on va émettre des opinions et des avis, en tout cas sans complaisance, mais surtout dans les respects, dans les respects de droit, de la liberté de tout un chacun, évidemment. Alors, on va justement prendre le premier sujet. Il s'agit de la grève des employés des Indo-Pakistanais. Il faut les rappeler, le lundi 9 septembre, les employés congolais de magasins tenus par les commerçants indo-pakistanais ont cessé le travail. Pourquoi? Pour protester contre leurs conditions de travail jugées inacceptables. Cette action a entraîné la fermeture de nombreux commerces, paralysant ainsi une bonne partie, une partie importante, il faut le dire, de l'activité économique de la capitale congolaise, Kinshasa. Et au cœur de revendications, notez, s'y trouvent plusieurs points, parmi lesquels le respect du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, l'amélioration des conditions de travail, la régularisation de contrats de travail et l'ajustement des salaires au taux de change actuel, c'est-à-dire environ 2800. Visiblement, le respect du SMIC continue de poser problème. Comment y remédier? Qu'en pensez-vous, Cédric Tumbabo? Oui, merci beaucoup, cher José. Je crois que la question elle est vraiment pertinente. Je crois que les Congolais ont les droits. Les droits sont garantis par nos lois, nos diverses lois. Nous avons le Code de travail dans son article 12 et 19 stipule que tous les Congolais doivent avoir les droits de travailler dans des conditions de viabilité normales et ils doivent mériter un salaire décent. Ça, c'est la loi. Et de ce fait, chaque responsable ou investisseur étranger, quand il arrive chez nous, il doit se conformer à nos lois. Qu'à cela ne tienne, je m'en vais directement pointer des responsabilités parce que là, la grande partie des responsabilités revient à nos autorités congolaises. Vous savez, ils ne doivent pas à chaque fois jouer à la défensive au lieu de veiller en amont. Il ne faut pas qu'ils attendent toujours et toujours les conséquences pour pouvoir agir et prendre des mesures qui du reste sont toujours conservatoires. Les SMIC. Voilà. Le salaire minimum interprofessionnel garanti, je rappelle pour les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, c'est clair et c'est défini et c'est établi. Je crois que ça tourne autour de $5 et ça dépend des entreprises. Et payé autour du jour. Mais comment aujourd'hui
les dollars s'échangent à 28, voire même plus, et on continue à payer les Congolais à 15, 14 et 12. Alors que nous avons des autorités. Nous avons des autorités dans ces pays. Mais voilà, les autorités là, c'est quoi leur rôle? Aujourd'hui, vous allez parler du gouverneur qui a réagi, j'ai vu, par l'entremise de son ministre provincial, Noël Chegué. Mais nous avons le ministère national du Travail et Prévoyance sociale. Dans ses missions, il a aussi pour rôle de la réglementation du marché. Et également le ministère de l'économie qui a aussi pour le rôle de la régulation du marché. Ce sont des thèmes qui vont parallèlement, mais qui disent des choses bien distinctes. Ok, le ministère du Travail, son travail c'est de veiller sur toutes les lois qui réagissent au marché et veiller aux intérêts des Congolais. Mais qu'est-ce qu'ils font? Si le ministre était attentif, le gouvernement de la République était attentif, pensez-vous que les Chinois, les Indiens peuvent malmener les Congolais comme ça? Nous le savons tous, c'est pas un secret, c'est pas le secret de Polichinelle d'ici. Nous le savons tous. Comment nos frères, nos compatriotes sont maltraités par les Indiens pakistanais. Et ces gens-là, comment ils traitent les Congolais? Vous entrez dans les magasins pour sortir, on vous traite comme de vulgaires, messieurs. On va vous fouiller, il n'y a pas de respect là-bas, on vous insulte. Et c'est connu par tout le monde. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement attend que les Congolais manifestent pour pouvoir prendre des mesures qui, du reste, j'insiste, sera toujours provisoire et ça n'aura pas des effets dans la durée. Vous parlez de mesures provisoires, allez-y. Oui, allez-y. Également le ministère de l'économie. Je crois que j'étais ici l'autre fois, j'avais évoqué la question sur la vente de produits en détail. Mais c'est de la compétence du ministre de l'économie. Il est là pour la régulation du marché et veiller aux intérêts des nationaux. La loi est claire et stupide que le commerce en détail est réservé aux autochtones, aux nationalistes. Mais ces gens-là vendent même un petit stylo de 100 francs. Et nos autorités le savent. Le ministre le sait. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce sens-là pour, n'est-ce pas, garantir au moins la sécurité des Congolais? Rien du tout. Donc, d'après vous, vous déplorez la posture attentiste du gouvernement qui vient en aval au lieu d'agir justement en amont. Bien sûr. Je vous ai parlé ici de l'une des missions du ministre du Travail et Prévoyance sociale. Lui, il est là pour veiller à la réglementation du marché. Ça veut dire quoi? Il va s'occuper de toutes les lois et faire la suivi et la surveillance de tout le code de travail. Il y a la constitution qui en parle aussi. Sur les droits de travail des Congolais, sur les conditions de travail des Congolais, si les caractères de salaire décents des Congolais. Ok? Mais qu'est-ce qu'il fait? S'il faisait vraiment son travail de surveillance, de suivi, suivre de près ce qui se passe avec ces gens-là, je crois qu'on n'aurait pas assisté à ce ce n'est pas une première fois, ça c'est une énième fois que l'on voit ces employés se déchaîner autant, se mettre en colère, déplorer ou plutôt décrier les conditions de travail entre guillemets inhumaines dans lesquelles ils sont. Mais ils revendiquent, mais après un certain temps, ils reprennent le travail. La responsabilité, d'après vous, n'est-elle pas également partagée? Il reprend du travail. L'humain en soi, je suis là, je faim. Ok? Au lieu de mourir de faim, je peux manger tout ce que je trouve. Ok? Les Congolais sont là, ils n'ont rien. L'État congolais, il est là, il n'y a pas une politique d'insertion ou de facilitation d'accès au travail de jeunes qui finissent leurs études. Ok? Du coup, le mieux offrant pour l'instant, bien qu'on les déplore, ce sont ces gens-là. Mais l'État peut vraiment veiller à ce que les droits des Congolais, soient respectés. Veiller à ce que les droits des Congolais ces gens-là, ils viennent. Le président était en Chine, on va en parler tantôt. Mais les investisseurs viendront. Ceux qui vont accepter d'investir au Congo, ils vont travailler avec la main-d'œuvre. Ils vont trouver la main-d'œuvre ici au Congo. Mais qui va veiller à ce que les droits de toutes ces personnes-là qui vont travailler avec eux soient respectés?
C'est l'État qui doit veiller à cela. C'est l'État qui doit veiller à cela. Vous avez pris un bon bout de temps. Je vais me tourner vers votre co-débatteur, Maître Thierry Kabasoubabo. Au cœur des revendications des employés des Indo-Pakistanais, il figure notamment le respect du SMIC, outre l'amélioration bien sûr des conditions de travail et la régularisation des contrats de travail, ainsi que l'ajustement de leur salaire. Oui, monsieur Ozé, la question du travail, lorsqu'il faut l'aborder, je suis très mal à l'aise, moi. Très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que... Sentez-vous à votre aise. Hein? Ce sont des questions que je rencontre dans la vie pratique. Tout le temps, je suis devant les inspecteurs du travail. Tout le temps, je suis devant les tribunaux du travail. Et j'en connais. Je sais ce qui s'est passé là-bas. Vous savez, le droit du travail, dans sa philosophie, c'est un droit qui protège les travailleurs. C'est un droit qui est conçu pour protéger l'employé. Okay. Et vous allez même voir, lorsque vous parcourez la loi, notamment le code du travail, vous allez voir lorsqu'on parle des obligations de l'employeur. L'article 55, il dit, la loi dispose que l'employeur a l'obligation de fournir aux travailleurs les travail dans les conditions convenues. Dans les conditions convenues. Et là, vous allez vous rendre compte que dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? L'employeur sait que il n'est pas embêté par les services qui sont censés protéger les travail des travailleurs. Et ici, notamment, je vois les inspections du travail provinciales ainsi que nationales. Le contrôle ne se fait pas comme il faut. Parce que ces gens-là sont très à l'aise parce qu'ils savent bien que les inspecteurs qui vont contrôler par la suite, ça s'est fini avec des billets d'argent. Ils les savent. Il y a donc un problème au niveau du contrôle. Au niveau des services qui doivent accompagner l'application de la loi. L'application de la loi. Monsieur Ozé, vous savez, quand on parle du travail, le travail, c'est la réunion de trois choses. Le travail, c'est la prestation ou les services à exécuter. Le travail, c'est les liens de subordination. Et le travail, c'est la rémunération. Monsieur Ozé, pour l'employeur, le travail, c'est des éléments. C'est les services et les liens de subordination. Mais le troisième élément qui compose le contrat du travail, pour l'employeur, n'a pas cette notion-là. La rémunération, pour lui, c'est quelque chose, c'est lui qui se met dans une position de fort. Et que l'autre est dans une position de faiblesse. C'est-à-dire, le travailleur est dans une position de faible. Pourtant, vous êtes partis à part égale. Et pourtant, le salaire, c'est un dû. Exactement, un droit. Un droit. Et vous allez voir que je suis mal à l'aise parce que pendant que je vous parle, j'ai des dossiers pendant où un employeur ici est en train de licencier les gens comme il veut, hein, comme il veut, et à la manière qu'il veut. Je ne vais pas citer son nom ici, mais je suis pendant l'inspection générale l'inspection générale du travail. Il a licencié des gens comme ça, sans même leur remettre des actes la cessation de fin de travail. Et comme ça, c'est fini, on vous dit, c'est à vous d'entrer en contact avec les ressources humaines pour les formalités d'usage, sans pour autant inviter les travailleurs d'entrer. Vous allez voir que l'employeur est habitué, il s'est habitué à violer le droit qui revient à l'employé, sous prétexte que, voilà, il n'y a pas de mesures d'accompagnement de ceux qui doivent veiller à ce que le travail soit respecté. Mais cela ne veut pas dire que l'employeur a toujours tort. Mais ici, je veux entrer dans le sujet. Ah oui, allez-y. Nous parlons de grève des employés des Indo-Pakistanais. La grève est un droit reconnu par la loi mère, par la constitution de ces pays. L'article 39,
il dit clairement que la grève est un droit. Et la grève, c'est un droit sacré. C'est reconnu. Alors, ici, je ne veux pas me poser des questions pour savoir si les travailleurs, en exerçant ces droits, ils ont respecté les conditions qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Les gens s'élèvent aujourd'hui. Vous allez voir, lorsque vous prenez les articles 303 à 315 du Code du travail, c'est là qu'on la loi donne tout ce qu'il faut en ce qui concerne le droit de gréver. En ajout ou surabondement à ces articles, vous ajoutez l'arrêté du 26 octobre 2015, je vous épargne. Oui, ça fait beaucoup de textes. Fixant le droit et obligation des parties pendant la suspension du contrat de travail. Parce qu'il y a une des choses qu'on doit relever, que la grève, c'est une cessation ou suspension temporaire du contrat du travail. C'est une cessation temporaire ou une interruption temporaire du contrat de travail qui vient à l'initiative de l'employé ou des travailleurs. Voilà. C'est que le contrat de knockout qui est à l'initiative de l'employé. Okay. Alors, lorsque vous prenez cet arrêté-là, vous ajoutez également l'arrêté du 8 août 2009 et la note circulaire du 14 août 2009 relative aux instructions procédurales pour l'usage du droit de grève, vous allez vous rendre compte que la loi ainsi que tous ces arrêtés et notes circulaires subordonnent le droit de gréver à la conciliation préalable. C'est l'article 315 du Code du travail, la conciliation. C'est-à-dire lorsque vous voulez exercer votre droit de grève, vous devez s'attendre à approcher l'employé pour s'attendre à une conciliation. C'est à présenter les raisons. Les raisons qui doivent conduire à la grève et que l'employé doit vous rencontrer. Et si vous estimez que l'employé ne vous rencontre pas, la deuxième étape, c'est la médiation. Vous pouvez saisir les instances qui peuvent mener la médiation. Si la conciliation n'aboutit pas, la médiation n'aboutit pas, l'article 310 et 311 du Code du travail, alors à ce moment-là, vous devez préaviser l'employé. Et c'est l'arrêté du 8 août 2008 qui donne les modalités, comment ce préavis doit être organisé. C'est l'article 3. Étapes qu'il faut respecter et tout. Mais partons dans les cas échéants. Ça, ce n'est pas une première fois. Ce n'est pas une première fois que l'on remarque cela. Et c'est une énième fois. Ils ont eu déjà revendiqué cela à moult reprises. Certainement, lorsqu'ils grèvent ainsi, c'est parce qu'ils n'ont pas eu un retour positif de la part de leur employeur. Exactement. Lorsque nous relevons tous ces instructions procédurales, c'est d'abord pour vérifier la régularité de la grève. Bien que c'est un droit, ça doit être exercé dans la régularité, dans la conformité. La régularité, là, c'est la première de choses. Au fond, nous l'avions relevé que c'est un droit. C'est-à-dire, ce droit doit être exercé dès lors que vous estimez que les conditions de travail que l'employeur est tenu conformément à l'article 55 de fournir ne sont pas réunis. Déjà, on parle du non-respect du SMIC, on parle de contrats qui ne sont pas du tout régularisés, on parle également de salaires qui ne sont pas du tout appliqués, qui ne sont pas Monsieur Osé, je suis en train d'en venir, c'est là que j'étais en train de citer. Allez-y, on va... Et vous allez, j'étais en train de les relever, que ici l'employé, je le dis, l'employeur ne connaît que la prestation ou les services que le travailleur est tenu de donner, ne connaît que les liens de subordination, mais ne connaît pas le troisième élément composant le contrat de travail qui est la rémunération. Et là, vous allez vous rendre compte que l'employeur se comporte comme un homme qui évoluant dans un pays où il n'y a pas de loi. Oui, parce que ces gens-là, généralement, ils se plaignent de travailler du lundi au dimanche, des fois avec un salaire, avec une somme modique de salaire, $50. Monsieur Osé, vous allez voir des employeurs qui donnent des contrats du travail à durée déterminée pour un emploi permanent. Vous savez que l'article 42 de la loi interdit à l'employeur de donner
à un travailleur un contrat de durée déterminée pour un emploi permanent. Vous savez? C'est-à-dire, il n'y a que pour les emplois saisonniers ou à durée déterminée, c'est-à-dire coup de main. Là, on peut donner un contrat de travail à durée déterminée. C'est pour 1 mois, c'est pour 2 mois, ou pour les emplois dans les ONG. Mais pour la plupart mais de ces gens, pour la plupart de ces gens, ils ont des emplois permanents, mais ils ont des contrats à durée déterminée, en violation de l'article 42 de la loi. Et sous les yeux des inspecteurs du travail qui descendent chaque fois pour inspecter. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. L'homme même est là. L'homme même est là. Les inspecteurs sont là. Il y a beaucoup de services qui doivent veiller. Là, vous rejoignez un tout petit peu votre co-débatteur qui parlait tout à l'heure de la posture attentiste des dirigeants qui viennent quand il y a grève, alors qu'en amont, on aurait dû veiller sur le contrôle. Si on doit l'absence de la loi est la raison fondamentale qui fait que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Il y a déjà des textes, vous citez autant de textes, mais l'application de la loi, c'est ça le vrai problème. L'absence de l'application, exactement. L'absence, vous savez, l'autre fois je l'ai dit, il y a beaucoup de lois dans ces pays, mais qui souffrent de l'exécution ou de l'application. Voilà. C'est exactement dans ces cas ici. Ces gens, l'amélioration de conditions de travail, c'est un droit. Et ils ont conclu. Et vous allez voir l'employé, qu'est-ce qu'il fait? Il conclut avec vous sur des conditions. Une fois que vous êtes en pleine exécution, il modifie unilatéralement les conditions. S'il vous plaît, je vais rebondir un peu sur ce que je suis tout à fait d'accord avec Maître. Mais je ne suis pas d'accord lorsqu'il dit les grévistes ne respectent souvent pas les règles. Face à des employés, comme vous l'avez dit, qui ne respectent rien à leur tour. Vous voulez que les Congolais fassent quoi alors qu'ils sont dans leur pays? Déjà, si l'employeur, mais c'est absurde. Le fait que l'employeur ne respecte pas les règles donne le feu vert. D'ailleurs, ce n'est pas spontané comme c'était pour les taximens. Oui. Ça, c'est préparé, on le sait. Et il y a même certains Indiens chinois aussi qui ont grévé aussi. Je dis que ce n'est pas une première fois. Ces gens-là, les employés là, mais quand vous les confrontez, il faut les amener devant les instances. Maître là dit les confronter devant les instances. Mais nous savons comment ils nous répondent. Je vais appeler général. Le trafic d'influence. Les trafics d'influence. C'est pourquoi moi je ne me réfère pas aux inspecteurs du travail, parce que je sais qu'ils sont limités. Alors c'est quoi la solution? Mais c'est pourquoi moi je m'attaque directement au gouvernement de la République. Mais les gouvernements ne vont pas descendre en personne, on va se servir des inspecteurs du travail. Vous savez, le ministre de l'économie, il peut convoquer ces bailleurs de fonds là. Et il tient une réunion avec eux. Et après, il déploie une équipe sur le terrain. Le gouvernement provincial et les employeurs. Le gouvernement provincial, la semaine prochaine. Il sera habité. Oui. Il sera habité à la même difficulté que les inspecteurs. Mais les grévistes ont déjà. Parce que ces gens-là, ils sont très puissants. Ils vont encore. Non, l'argent. Quelqu'un qui a l'argent est puissant. De grève. Celui qui a l'argent est puissant. Vous pensez que le ministre provincial de Jésus n'est Chegué sans pourtant, est-ce que vous pensez qu'il fera vraiment le poids face à ces gens-là? Mais il faudrait que le gouvernement... Ce n'est pas sa personne, mais plutôt le gouvernement provincial. Mais nous avons... cette commission. Monsieur Osé, lisez les attributions du ministère de l'économie nationale. Vous verrez qu'il est là aussi pour la régularité du marché. Dans le problème, si vous lisez, doit être réglé. Mais il doit régulariser, fixer, il doit régulariser, veiller. C'est lui de travail et prévoyance sociale. Lui, c'est la réglementation. Il va veiller sur toutes les lois qui est énoncées par. On va. Oui, allez-y. S'assurer que ces lois-là sont appliquées et respectées par ces gens-là. À ce moment-là, chacun, ce qui les concerne, peut faire son travail dans des conditions viables et normales et recommandées pour tous. Alors, du moment où vous laissez la tâche aux inspecteurs qui, du reste, ne sont pas vraiment aussi bien payés, face à ces gens-là qui ont un peu de billets verts, je crois qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Alors, ne demandez pas aux Congolais d'aller fouiner dans tous ces articles-là pour réclamer les droits. Là, je ne suis pas d'accord. On va passer au deuxième sujet. Vous voulez rebondir vite fait dans 5 secondes? Très rapidement, je vais ici dire que, vous savez, moi, je suis très mal à l'aise lorsque la loi est violée. Par n'importe qui. Que ce soit l'employeur
ou l'employé. Je veux, congolais, moi, mon combat, c'est du civisme. Et le civisme passe par le respect des règles convenues. Et ce respect des règles obéit à la fois et à l'employeur qu'à l'employé. Ici, rapidement, pour résoudre ces problèmes, il faut que le ministre de la Justice, le ministre du Travail et Prévoyance sociale, le ministre du Commerce extérieur, tous ces ministres-là doivent se mettre ensemble en compagnie de la FEC. Parce qu'une autre chose, ils se soutiennent dans leur corporation qu'on appelle la FEC, la Fédération Congolaise des Entreprises. Ils sont là, ils sont là, ils se soutiennent, et c'est comme ça que déjà au niveau de la FEC, il faut que des questions comme ça soient relevées. De quelle manière vous devez traiter vos employés? Donc c'est pas le ministre également ce genre de questions. Le ministre de justice, de la justice et garde de sceaux doit veiller à l'application de la loi. Parce que c'est lui qui doit veiller à ce que le code du travail soit appliqué. Lorsqu'il y a violation de la loi, il doit convoquer conjointement avec son collègue, son collègue du travail et prévoyance sociale pour voir de quelle manière la loi qui est violée doit être respectée. Voilà, maître Thierry Kabasoubabo, on va attaquer le deuxième sujet avec vous d'ailleurs. Il y a Kinshasa interdiction d'occuper les emprises publiques dans une communication rendue publique récemment par le ministère provincial de l'environnement. On interdit justement l'occupation. Le ministère a interdit l'occupation des avenues et des emprises publiques pour notamment l'entreposage de conteneurs et kiosques, l'abandon des épaves de véhicules automobiles et engins ou dirigés, en tout cas pour l'érection des étages, de garages, de terrasses, de vérandas et de marchés. Alors un moratoire de 15 jours est accordé à la population, en tout cas pour s'y conformer. Le moratoire de 15 jours est-il suffisant pour permettre à la population de se conformer à cette interdiction? On parle évidemment de ceux-là qui occupent les emprises publiques. Monsieur Osé, partout dans chaque commune. On ne pouvait même pas donner ces moratoires. La population était tenue de se conformer. Vous savez, je suis encore un peu à l'aise et mal à l'aise pour parler de ces sujets, pour avoir plaidé sur cette question en 2019. Une affaire qui m'a pris de 2019 en 2020 sur la servitude publique. Parce que lorsqu'on parle des emprises publiques en soi, une emprise publique, c'est une servitude. Ok? En gros, ce sont des avenues, des artères. C'est une servitude. Lorsque vous prenez l'arrêté interministériel numéro 0021 du 29 octobre 1993, porte application de la réglementation sur les servitudes, à son premier article, on cite parmi ce qu'on considère comme servitude, on cite servitude publique, on cite également les emprises publiques, l'article 1er. Mais lorsque vous prenez l'article D de cet arrêté n'a que 3 articles. Le premier article, on cite par ce qu'on entend par servitude. Et là, il y a également les emprises publiques dans les routes et autres. L'article D de cet arrêté interministériel interdit toute occupation, toute construction et tout lotissement. Bon, oui, ça sur les servitudes on a vu l'interdiction qui se base sur le texte. Permettez-moi. C'est interdit. Existant, mais permettez-moi. Oui. L'article D interdit et l'article 3 donne de quelle manière, lorsque quelqu'un est en train d'occuper une emprise publique, il doit être traité. C'est-à-dire, c'est une question qui est déjà résolue par un acte administratif, mais jusque-là, qui souffre d'application. Allons-y dans le fait. L'article 3 dit que lorsque vous construisez dans une emprise publique, voilà comment on doit vous traiter. Sous peine de poursuite pénale, le pouvoir public peut détruire aux frais du constructeur, ok, à votre frais, pas aux frais de l'État, détruire. Mais depuis que cet arrêté existe, il y a toujours des gens qui construisent sur l'emprise publique. Il y a toujours des gens qui occupent l'emprise publique. Il y a toujours des gens qui construisent ou qui lotissent sur l'emprise publique. Mais que fait les autorités compétentes?
j'ai été à l'urbanisme, j'ai été au titre foncier, j'ai été au ministère parce que je plaidais, je vous ai dit, une affaire sur l'emprise publique. Et c'est une matière que j'en maîtrise, je même écrit par rapport à ça. Alors, ici, donner 15 jours, ce n'est que pour question de prévention. Mais allons-y dans le fait, je le disais tout à l'heure, mais bien souvent, ces gens-là qui achètent de parcelles, ces gens-là qui construisent ou qui étalent leurs marchandises, ils les font souvent avec la bénédiction, entre guillemets, de certains agents de l'État qui parfois perçoivent, dans les cas de ceux-là qui vendent même sur des avenues, qui perçoivent leur argent. En fait, ici, le problème, c'est lequel? C'est l'absence de l'État. Vous voyez, cet arrêté existe depuis longtemps, mais on ne l'applique pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés l'appliquer ne veulent pas parce que ils vont faire fouiller ce que vous êtes en train de... Il y aurait un manque à gagner dans leur manière de récupérer un 100 francs à gauche à droite, parce que nous savons que ces gens-là ne viennent pas s'installer dans les emprises publiques. On revient carrément à la case de pas par rapport, on l'a dit tout à l'heure, avec le premier sujet, lorsque le respect de la loi fait défaut d'un côté, mais de l'autre côté également, il y aurait également, on peut également comprendre, entre guillemets, que la loi souffre dans son application, parce que vous décriez tout à l'heure, comment dire, le non-respect de la loi de la part de ceux-là qui perçoivent de l'argent. Mais alors comment la population lambda, qui bien souvent ne connaît même pas ces textes de loi, va les respecter? Non, il faut d'abord commencer par vulgariser. La vulgarisation, ça c'est un fait. Il faut vulgariser, mais ici, plus il faut viser les autorités administratives. Rigueur, en fait. Les autorités administratives qui... C'est eux qui permettent. C'est la commune qui permet. La plupart de ces gens-là, ils obtiennent... On voit les cas comme ça à la volée, à pompage, sous le saut de mouton, on voit des gens... Mais qui vendent... C'est la commune qui permet. Souvent, il y a des agents... C'est la commune qui permet. Pourtant, ce sont des entreprises publiques. C'est la commune qui permet. C'est la commune qui permet à un individu de placer, je ne sais pas, son histoire dans l'emprise publique, alors que c'est interdit. C'est un carrefour très fréquenté. C'est interdit. Pourtant, on ne voit rien. Sauf quand il y a le chef de l'État qui veut passer, c'est là qu'on chasse tous ces vendeurs pour que le chef de l'État ne voie que l'avenir est libéré, mais en soi... Vous comprenez qu'il y a la complicité des autorités administratives. Une volonté de nuire, justement. Il y a la complicité de ceux qui sont censés respecter la loi, c'est eux qui violent la loi avec ceux-là. Voilà, de violer la loi. Qui les rapporte les pétitions. Mais alors, je veux me tourner vers votre co-débatteur. On va encore avoir deux, trois petites questions de relance. Monsieur Cédric Toumbabo, alors, le moratoire de 15 jours accordé aux Congolais pour se conformer, ça, il faut d'abord le dire. Il s'agit bien souvent des opérateurs économiques qui travaillent dans l'informel. C'est des tenanciers de bars, terrasses, parfois ceux-là qui tiennent même des kiosques, des boutiques, ceux-là qui vendent même de crédits, des unités, de cabines, voilà, téléphoniques. Alors, quels sont les impacts économiques et sociaux potentiels de cette interdiction sur les habitants de Kinshasa? Pensez-vous que cette interdiction va vraiment affecter le petit commerçant quinois? Oui, merci beaucoup, cher José, pour la question. Bon, moi, je vais vous éviter la paperasse que mon ami d'en face vient de faire. Je ne vais pas évoquer tous ces articles-là parce que c'est connu à ceux qui sont censés veiller sur cela et ils font rien. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Moi, personnellement, je reste toujours dubitatif. Par rapport à ces noms circulaires-là du ministre. C'est pas la première fois. Rappelez-vous, en 2019, il y avait un mouvement très virulent ici dans la ville de Kinshasa où on détruisait toutes les petites kiosques, petit kiosque au coin de la rue, et les mamans qui vendent avec des parapluies sur des emprises publiques. Mais ça durait combien de temps? Et l'État s'est reposé. Maintenant, il s'est réveillé, il dormait, il s'est réveillé. Non. Apprenons. Il faut faire les choses de façon sérieuse. Nous sommes par exemple à Magasin Kitambo. Nous sommes peut-être, par exemple, à Pompage. Je prends le cas de Pompage. Un magasin également. À Pompage, là.
il y a un marché. Ok? Mais vous vous rendrez compte que les Congolais quittent le marché et viennent étaler leurs marchandises sur la voie publique. Et bien souvent, en fait, le problème, ils se disent que en fait, le nombre est tellement exorbitant. Quand vous dites pas ça, quand vous prenez le cas de liberté, bon, je prends un cas précis des magasins. Et puis à Pompage, ce n'est pas un marché de l'État, ça il faut le dire. Hein, oui, qu'il soit privé ou pas, c'est l'État qui a donné l'autorisation qu'on le fasse. Prenons par exemple le cas de Kitamo Magasin. Là où il y a les rails, là où passaient les rails, il y avait des magasins là dedans. On les a à un moment donné, on a délogé toutes les personnes là-bas. C'était pour que pendant ces temps, que les motos, les taximens puissent au moins se stationner à l'intérieur de Qu'en est-il aujourd'hui? Mais aujourd'hui, ils sont à la route et à l'intérieur, c'est vide. Voilà, ce sont des mesures que l'on prend, mais après mais bien sûr, c'est pourquoi je vous dis que moi, je reste toujours dubitatif. Je reste dubitatif. C'est que le ministre dit quels sont les moyens mis qu'il va mettre en place, parce que c'est un travail. Quand les gens n'obéissent pas, il va passer par la force. Mais comment voulez-vous que ces gens-là obéissent alors qu'il y a des agents qui viennent percevoir leur argent? Mais la faute incombe à qui? Les responsabilités doivent être établies. Ils perçoivent de l'argent en main propre, mais au nom de l'État. Mais bien sûr. Mais lorsque vous ne donnez pas de l'argent, ils ravissent vos marchandises et vous passez au bureau pour aller payer une somme exorbitante. Vous le savez. Vous le savez. Pensez-vous que le président ne le sait pas? Il est vrai que le président n'est pas Dieu, il ne peut pas être partout au même moment. Pas omniprésent. Mais les autorités compétentes, ils ne sont pas informés. Si vous, journalistes, vous êtes informés et on en parle à la télé, essayez un peu de déplacer un mot un peu déplacé ici à l'égard du président de la République. Demain, on va vous suivre. On va vous suivre. Ça prouve à suffisance qu'ils suivent ce qui se passe. Mais lorsque nous parlons de ça, est-ce qu'ils ne suivent pas ça? Ils les suivent. Alors, la solution, moi je crois que parce que vous balayez d'un revers de la main le texte. Non, je ne l'ai pas balayé parce que je sais, nous en avons qui souffrent d'application. Mais c'est un constat que tout Congolais sérieux peut faire et fait tout le jour. Le code de l'ego, tout ça, sont violés de façon flagrante ici tous les jours. Il y a même une campagne lancée par le ministère de bien sûr, mais ce sont des choses. Faire respecter ce sont des choses connues. Quand vous êtes candidat président de la République, candidat gouverneur de la province, c'est supposé que vous maîtrisez les problèmes, ok? Et vous maîtrisez et vous avez des solutions à apporter aux problèmes. Alors, quelle alternative le gouvernement pourrait-il proposer? Le ministre doit d'abord être sérieux envers lui-même. Quand il annonce ça, il y a toujours les gens qui vont aller dans le sens contraire de ce qu'il a annoncé. En marge de l'opération lancée par le gouvernement. Il va lancer l'opération dans une ville comme Kinshasa. Ok? Il va disposer quoi comme moyen? Est-ce un problème de moyens? Bien sûr. Quand vous arrivez devant un social de la police, vous trouvez il y a 30 véhicules stationnés là. Sans compter des motos. Sans compter de motos. Alors il faut les embarquer. Vous allez utiliser quoi? Et vous avez quoi comme moyen pour faire respecter cela? L'actuel ministre de la Justice. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer en amont d'abord? C'est-à-dire, lorsque vous dites par exemple à ces gens-là qui vendent sur les avenues, chercher les marchés, parce que moi je parle de cas bien connus, on est revenu sur ça à plusieurs reprises. Lorsqu'on parle de pompage, c'est parce qu'il n'y a pas un grand marché pouvant contenir tous ces vendeurs, ça il faut le dire. Mais lorsque ces gens-là vendent sur les avenues, ne serait-il pas prévoyant, en fait, en vue d'une application de ces mesures, d'une application prochaine de ces mesures, il faut d'abord aller en amont, les avertir, mais pas seulement, également chercher un endroit où les caser, ensuite procéder au déguerpissement de ceux-là qui vont être têtus ou qui vont s'entêter pour revendre sur l'avenue. Je suis tout à fait d'accord avec vous en partie et contre en même temps. Allez-y. Quand vous arrivez, vous êtes une autorité, vous arrivez quelque part, vous trouvez qu'il y a l'anarchie et les gens vivent, la population vive de ça. Vous devez trouver une solution palliative à cela. La solution palliative, bien sûr, quand vous arrivez,
peut-être un magasin, vous pouvez vous chercher des espaces, des parcelles que vous achetez, et puis créer des parkings qui seront d'ailleurs payantes. Ok, les gens peuvent payer pour stationner là. Comme ça, quand vous leur dites de quitter là-bas, ils vont aller où? Ils vont aller où? Et en même temps, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de travail que vous pouvez prendre votre kiosque et vous les placer au milieu de la route parce qu'il n'y a pas de travail. Je vais chercher pour mes enfants. Non. Ça ne justifie pas l'anarchie. Vous rejoignez carrément, Maître Thierry. Oui, bien sûr. Ça va tu vois, le problème avec nous ici, je ne sais pas, c'est un problème peut-être des Français, de compréhension ou de quoi. Nous disons la même chose. Mais seulement, la responsabilité, la grande responsabilité, incombe, moi j'ai toujours incriminé les gouvernements congolais. Maître Thierry Kabasubabo, vous êtes d'avis que la grande responsabilité incombe également au gouvernement congolais? Bon, vous savez, le gouvernement est responsable de tout ce qui se passe au pays. Lorsque les lois tombent dans la désuétude, le premier à pointer... Ah oui, désuétude. Oui, le premier à pointer, ce sont les autorités administratives. Vous savez pourquoi? Parce que c'est au niveau supérieur qu'il faut donner de l'impulsion. Vous voyez? Il faut que les autorités elles-mêmes respectent la loi. Parce que nous sommes dans un pays où le civisme, où l'incivisme a pris place. Où tout le monde ne veut pas respecter parce qu'il dit bango moko likolo bazo respecter. Voilà. Bango moko kutu bayi baka bango moko kutu bachaka bango. Vous voyez les citoyens qu'on dit les citoyens d'en bas réfléchit en tenant compte du citoyen d'en haut. Donc, ils le prennent comme modèle. Comme modèle, vous voyez. Ceux qui sont en haut ne respectent pas la loi. Par conséquent, ceux qui sont en bas ne respectent pas non plus la loi. Parce que quand on dit emprise publique, ceux qui construisent, ceux qui vendent, ce sont des citoyens d'en bas. Mais qu'est-ce que ceux qui sont en haut font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est comme ça que l'exemplarité est quelque chose de... C'est le meilleur enseignement. Voilà. Et que si au niveau supérieur, le gouvernement qui incarne le niveau supérieur commence par respecter les clauses sociales, les lois de la République, notamment en commençant par la Constitution publique, vous allez constater que le citoyen d'en bas va aussi respecter sa part du contrat. Voilà, on va entamer le dernier sujet de cette émission. Eh bien, nous sommes déjà à la fin, pratiquement à la fin. FOCAC 2024, la Chine alloue 50 milliards de dollars américains à l'investissement en Afrique pour les 3 prochaines années, de par son potentiel économique et par sa position géostratégique. La RDC qui tient donc à obtenir au moins 50% des fonds alloués à l'Afrique. Monsieur Cédric Tumbabo, la coopération RDC-Chine, sino-congolaise, en tout cas, qu'en est-il de cette coopération bilatérale aujourd'hui? Donc, évidemment, ces sommets ont déjà pris fin, mais ça ne cesse d'alimenter l'actualité. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu justement des accords qui ont été conclus, notamment dans plusieurs secteurs, dont l'agro-industrie, mais aussi dans le secteur, côté militaire, évidemment, pour le renforcement des capacités des FRDC. Qu'en est-il de la coopération bilatérale RDC-Chine? Oui, merci beaucoup. Je n'aimerais pas que qu'on tombe toujours dans les génériques. Vous savez, le Congo a une coopération ou un partenariat privilégié avec les États-Unis d'Amérique. Privilégié. Parce que... Vous parlez de l'AGOA? Je vais en arriver. Parce que même la Charte des Nations Unies de 1945 qui a institué les principes, régissant les coopérations les bilatérales et tout ce qui va avec, donne vraiment la différence entre une coopération bilatérale et le partenariat privilégié. Il faut rappeler que la Chine et le Congo, c'est depuis 1960 que nous avons des coopérations et nous collaborons dans plusieurs domaines. Et maintenant, ils ont signé
ils ont passé à l'étape suivante pour parler maintenant de partenariats beaucoup plus privilégiés. C'est la même chose, mais beaucoup plus fouiné. Ça, il faut avec le dire des accords de façon beaucoup plus précise et spécifique. Ça, il faut le dire parce que en marge justement du sommet Afrique-Chine, la RDC avait eu un mini-sommet, on va le dire comme ça, Chine-RDC, je crois 2 jours avant l'ouverture de ces sommets. Allez-y. Mais c'est ce que je disais tantôt ici, parce qu'il y avait presque le représentant de tout le pays d'Afrique, je crois 51 représentants qui étaient là, 52. Et plus de 20 chefs d'État étaient présents en Chine. Mais vous comprendrez que la Chine a des partenariats avec tout le monde, mais privilégié avec les Congolais. Notamment dans le domaine militaire. Là, je me suis vraiment appesanti là-dessus parce que là, c'est déjà signé. C'est un accord militaire entre la RDC et la Chine qui vise notamment à la mutualisation des ressources militaires. Pour vous, c'est une belle opportunité. Mais bien sûr, vu la situation actuelle du pays. Mais on ne parle pas que de l'accord militaire. Oui, bien sûr. Mais le pays, lorsqu'il y a la paix, ça favorise, n'est-ce pas, les investissements. Il y a également des accords dans l'hydraulique, secteur minier, agro-industrie. Je suis tout à fait d'accord, mais moi je me suis apaisanté, ou j'ai beaucoup apprécié celui sur le plan militaire. Parce que là, je vois, il y a l'amélioration des compétences, l'intelligence à partager et le développement des technologies militaires. Vous voyez que avec ce qui se passe à l'Est là-bas, ça peut donner un coup de pouce. Ça peut donner un coup de pouce pour nos FARDC en fait de combattre les ennemis de la République. Maintenant, si d'autres domaines, dans les mines et tout comme ça, dans les mines, on a déjà... Je me pose une question de savoir, sous réserve de mon ignorance, parce que vous savez, ce qu'on ignore existe, hein? C'est pas parce que nous ignorons quelque chose que cela n'existe pas. Ignore qu'on est humain, évidemment. Sous réserve de cela, je ne sais pas, ou je ne suis pas au courant de mesures prises par l'État congolais dans ces domaines-là pour ne pas assister à ce qu'on a déjà vu dans le passé. Et vous pouvez vous rappeler, si les dossiers Sicomine, le Congo a perdu beaucoup de milliards. Avant justement avant qu'on en arrive là où nous sommes aujourd'hui, vous savez qu'il y avait aussi un partenariat signé entre le Congo et la Chine, et la partie congolaise était perdante. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y avait complicité de certains Congolais qui ont privilégié leurs intérêts égoïstes à l'intérêt national. Mais je ne sais pas ce qui est mis en place pour qu'on n'assiste pas encore à ces spectacles désolants-là. Mais du reste, je crois que nous donnons, moi personnellement, je donne la chance à cette coopération. Voilà. Parce que l'argent des Chinois, c'est beaucoup plus concret que des Occidentaux. Comme ils le disent, hein. Avec eux, c'est beaucoup plus concret. Les Occidentaux, parce que les Chinois, lorsqu'ils viennent, le président l'a dit une fois sur une chaîne étrangère, et ils ne viennent pas pour entrer s'ingérer dans la politique interne du pays. J'ai évoqué ici la charte des Nations Unies de 1945 qui a institué ces relations bilatérales interdites. Ok? L'ingérence dans des affaires internes d'un pays. Le Congo étant souverain, ce n'est pas parce que vous nous prêtez quelque chose que vous avez droit de s'ingérer de façon active, comme les Occidentaux le font chez nous, dans les affaires internes. Voilà. C'est différent avec les Chinois, et de ce côté-là, je crois qu'il faut avoir une certaine orthodoxie dans la manière de gérer les choses et la manière de partager des ressources, pour que non, les Congo en fait soient le bénéficiaire puisse bénéficier grandement de ces toutes ces coopérations signées dans les différents domaines. C'est beaucoup, hein? Ce n'est pas que militaire, il y en a dans l'hydraulique, il y a dans le mine et tout. J'en passe. Alors, maître Thierry Kabasubabo, la Chine reste tout de même favorable à l'importation aux produits africains sur son territoire sans payer de douane, évidemment. Une belle opportunité pour le pays de Félix Tshisekedi, ces sommets et ces forums, voulais-je dire, sur la coopération sud-africaine. Vous allez produire quoi? Vous allez exporter quoi? Qu'est-ce que vous produisez ici?
nous produisons les piments. Les piments que vous vendez plus cher d'ailleurs dans votre propre pays. Les arachides qui coûtent plus cher. Permettez-moi, je vais vous rencontrer. Écoutez, on doit être sérieux envers nous-mêmes. Nous-mêmes, nous le disons ici. La fait qui c'est les patronats nationaux ou les entreprises qui produisent ici. Ils sont en difficulté de produire. Ils sont même en difficulté de servir le marché congolais. Et vous allez servir le marché chinois qui a presque tout. Mais n'est-ce pas là une... Non, les Chinois n'ont pas tout, Monsieur Osé. Les Chinois n'ont pas tout. Monsieur Osé, la Chine peut se contenter d'elle-même et va faire vivre sa population. Ce qui n'est pas le cas. La coopération avec les pays du monde entier est toujours les bienvenus pour tout pays. Mais lorsque vous voulez aller en coopération, qu'est-ce que vous avez à donner? Qu'est-ce que vous avez à donner du sérieux? Il faut que ce que vous voulez donner à l'extérieur soit d'abord considéré dans votre propre nation. Qu'est-ce que nous avons ici que nous pouvons dire, nous Congolais, nous produisons ceci, c'est notre marque déposée. C'est quoi? Nous pouvons nous identifier à quoi? Donc d'après vous, on doit d'abord commencer par produire suffisamment au niveau local. Nous n'avons rien nous n'avons pas d'identité économique. Le secteur minier, nous n'avons pas. Même les secteurs miniers qui pouvaient nous donner d'identité, nous n'en avons pas. Vous savez que le Rwanda est le premier pays exportateur du coltan alors qu'il n'a même pas le coltan dans son sol. Vous savez pourquoi? De manière frauduleuse ici. Exactement, parce que nous savons que importer, nous ne savons pas exporter parce que nous ne produisons rien. Permettez-moi de rencontrer. On exporte le cuivre. Permettez-moi, c'est en quel degré ou en quel... Si vous voulez une émission détaillée, on peut y revenir avec Permettez-moi. S'il vous plaît. Dire que les Congo ne produisent, on n'a rien à apporter aux Chinois, c'est totalement faux. Vous pensez que les Chinois peuvent consacrer à peu près 50% de ce qu'ils ont disposé pour l'Afrique? 50 pour les Congos, parce que le Congolais n'a rien du tout à leur donner en retour. Mais ça, c'est faux. Vous savez pourquoi la Chine veut le faire? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va se comporter comme les Européens. Donc la Chine a mis une enveloppe en tout cas de 50 milliards et c'est la RDC qui tient à avoir les 50% et c'est à en croire le ministre Julien Paluku. Avec notre potentiel, on peut certainement y arriver. Nous aimons réclamer ces sommes-là parce que nous allons les vilipender. Nous allons les dissiper. Alors, nous allons les consommer sans pour autant atteindre l'objectif pour lequel peut faire pose problème. Monsieur Osé, il y a également d'autres domaines de coopération. Vous savez, jusqu'à là, je n'ai même pas encore abordé cette question de la manière dont... Je voulais ici relever ce qui suit, que la coopération sinon congolaise, pour moi, c'est peu fiable. Pour une simple raison que les entreprises chinoises, lorsqu'ils viennent ici, ils ne respectent pas le contrat. Et ce sont le mauvais employés qui peuvent exister. Oui, contrairement aux Américains et aux Européens. Lorsque des entreprises chinoises et américaines viennent exploiter dans le même secteur d'activité, vous allez voir que l'entreprise américaine va fournir plus de conditions de travail que l'entreprise chinoise. Ils ne respectent pas les conditions de travail. Ce n'est pas le problème des Chinois. Ce n'est pas le problème des Chinois. Permettez-moi. En termes de fiabilité, les entreprises chinoises sont peu fiables que les entreprises américaines et européennes. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque les Européens et les Américains viennent? Ils ont été toujours là avec nous, mais ils ont constaté que lorsqu'ils mettent l'argent dans le circuit d'investissement congolais, cet argent n'arrive pas à réaliser c'est pourquoi cet argent a été injecté. C'est comme ça que les Américains et les Européens ont constaté, ils ont conclu que nous ne sommes pas sérieux. Voilà pourquoi ils veulent même s'ingérer lorsqu'ils nous donnent l'argent. Ils veulent suivre, savoir ce qui se passe. Mais les Chinois, par contre, les Chinois sont habitués au COP.
C'est-à-dire, ils viennent, vous êtes dans les... Non, en aucun cas tolérer les Chinois, on ne peut pas sont habitués au COP. Ce sont des coopérants. Les Chinois qui viennent, non, les Européens disent ceci, nous vous donnons l'argent, mais gérez bien cet argent. Gérez bien cet argent. Si vous voulez que nous vous donnions l'argent, nous devons suivre comment vous les gérez. Merci. Mais si vous les gérez, mais les Chinois, avec les 10%, les Chinois sont prêts, mais les Américains ne sont pas prêts. Les Européens ne sont pas prêts. Le débat va se poursuivre. Les Chinois ont dans l'armée. Je peux encourager la Chine. Mais dans autre chose, non. Mais les Chinois ont des entreprises aux États-Unis, non? Mais là-bas, pourquoi ils respectent les Américains? Ce n'est pas des fautes. Non, mais si, c'est nous. Mais bien sûr. Mais pourquoi oui, mais la faute n'est pas aux Américains. La faute n'est pas des Américains. Il y aura un autre numéro de décryptage. La faute n'est pas aux Américains. De ces sujets. Vous ne voulez pas qu'on vous gère. Lorsque vous gérez l'argent, en tout cas, l'argent, vous ne voulez pas qu'on vous regarde. Nous sommes déjà à la fin. Non. Merci beaucoup, maître Thierry Kabasubabo, maître monsieur Cédric Toumbabo également. Merci d'être passé sur ce plateau. Le débat va se poursuivre tout à l'heure dans les couloirs, mais également chez vous, dans vos salons. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Restez fidèles au programme de la première chaîne économique Ecofin Télévision. Prenez rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission Décrypte Éco. Au revoir. Merci.